Lee White, vous êtes le monsieur conservation de la nature que toute organisation vouée à la même cause souhaiterait avoir. Vous connaissez les forêts du bassin du Congo. En 1989, vous débarquez au Gabon pour préparer un doctorat en zoologie sur l'impact de l'exploitation forestière sur la flore et la faune. L'université d'Édimbourg en Angleterre va vous l'octroyer en 1992. Par la suite, vous mettez en place un programme de recherche et de conservation au Gabon et dans la zone forestière de l'Afrique centrale avec l'ONG américaine Wildlife Conservation Society. En l'absence de 10 ans, le Gabon est devenu le plus gros programme de WCS dans le monde avec 200 salariés et des dotations annuelles avoisinant les 3 milliards de francs CFA. Tout cela va causer la création de 13 parcs nationaux au Gabon en 2002. Et votre expérience n'avait pas alors échappé aux dirigeants. En 2009, vous êtes nommé secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux, celle-là même qui gère les 13 parcs nationaux couvrant plus de 10% du territoire national. Vous y êtes resté pendant 10 années, au cours desquelles l'agence a pu lever environ 96 milliards de francs CFA auprès de plusieurs partenaires. En 2019, vous entrez au gouvernement sans en ressortir jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes donc ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres. Face à vous avec professeur Lee White. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le ministre. Bienvenue sur le plateau de Face à vous. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir Marielle. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver, Marielle. Un plaisir partagé. Alors, monsieur le ministre, en quelques mots, comment pourriez-vous résumer la Journée internationale de l'environnement au Gabon? On a passé en effet une semaine de l'environnement et on lance la décennie de la restauration. Donc, j'ai beaucoup parlé avec les enfants. J'ai même fait une mea culpa devant les enfants. Je les ai expliqué que c'est ma génération qui a pollué les océans. Il y a plus de plastique dans l'océan aujourd'hui que de poissons. C'est ma génération qui a pollué l'atmosphère. Donc, on laisse aux futures générations les problèmes de changement climatique, les problèmes de pollution dans l'océan. On va tout faire. J'ai 55 ans, je vais tout faire. Le temps qui me reste de réparer un peu les dégâts qu'on a fait. Mais malheureusement, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui vont être obligés de faire face aux plus grands problèmes environnementaux créés par nous. Alors, merci, monsieur le ministre. En tout cas, on vous a bien vu dans les médias à l'œuvre. Je vous donne le programme donc, de ce numéro de Face à vous. En première partie, nous parlerons du trafic du bois et de l'ivoire, de l'importance de la protection de l'environnement, des grèves. Avant de vous laisser répondre aux questions de vos compatriotes, en seconde partie, vous allez donc débattre avec une personne qui est au fait de toutes les réalités qui concernent le département dont vous avez la charge. Et vous le découvrirez le moment venu. En tout cas, il est déjà quelque part assis dans nos studios. J'estime que vous êtes prêt pour qu'on puisse lancer l'émission, monsieur le ministre. Marielle aussi est toujours prête. Toujours prête. Allez, c'est parti, face à vous. Oui. Monsieur le ministre, est-ce que depuis l'interdiction d'exporter du bois brut, le secteur est plus rentable qu'auparavant? Et peut-être nous donner aussi des chiffres sur l'apport du bois dans le PIB aujourd'hui au Gabon. Le Gabon, pendant plus qu'un siècle, a exporté des grumes. Et quand on regarde les calculs économiques, ça fait que nous avons gardé au Gabon à peu près 8% de la valeur de notre bois. On a fait cadeau à la France, à la Chine, aux États-Unis, à tous les pays développés, de 92% de la valeur. Et on a créé 90% des emplois basés sur notre bois, mais au Gabon, en Afrique. Donc, en 2010, le président de la République a tapé sur la table. En effet, on avait un code forestier adopté en 2001 qui a prévu une évolution avec le temps de transformation. Donc, en 2009-2010, on aurait dû être à 60% de transformation sur place. On n'était à que 15%. Donc, les forestiers n'ont pas suivi la loi. C'est à ce moment-là que le président de la République a tapé sur la table. Ça nous a posé des problèmes pendant 2-3 ans. On est parti de 12 000 emplois à 6 000 emplois. On a perdu des emplois
Mais depuis, surtout avec la création de la zone économique spéciale de Duncook, À quelques kilomètres de Libreville, oui. à 20 km de Libreville, on a maintenant une centaine d'usines installées. On fait les transformations du bois, première, maintenant deuxième. Et justement, est-ce qu'on arrive à la troisième transformation On déjà, arrive à la monsieur le troisième. Il y a une super showroom à Hancock où on peut acheter des meubles gabonais. Hein. Il y a des usines de portes, de fenêtres, de parquets. Donc on commence à voir cette troisième transformation. Donc, dans les 10 ans depuis qu'on a interdit l'exploitation des grumes, on a multiplié fois 3 l'économie forestière et le nombre d'emplois. Combien d'emplois ont été créés? On est à peu près à 30 000 emplois aujourd'hui, donc on est parti de 12 000 à 30 000. Et c'est aujourd'hui qu'on va commencer vraiment à capitaliser sur cette décision. Parce que la première transformation, avec ça, on a doublé à peu près l'apport du secteur bois au Gabon. Donc, Oui. au lieu de capter 8%, on capte aujourd'hui 18%. Mais ça fait qu'on fait toujours cadeau de plus que 80% de la valeur de notre bois aux pays qui achètent les produits de la première transformation. Mais alors aujourd'hui, comment on va inverser la tendance? Comment on va mieux capter? On a mis en place une fiscalité, donc à partir de cette année, la première transformation est taxée à 7,5%. Donc on a beaucoup augmenté la fiscalité sur la première transformation pour pousser les sociétés vers la deuxième et la troisième transformation. Parce que quand on passe de la première à la deuxième transformation, on double l'économie forestière, on double le nombre d'emplois. Donc on peut passer de 30 000 emplois à 60 000 emplois. Si on passe à la troisième transformation, on va multiplier fois 2,5. Donc on voit qu'à chaque étape, on a plus d'emplois et on a une économie forestière beaucoup plus importante. Et alors, monsieur le ministre, avez-vous une cartographie des permis forestiers afin de vous assurer certainement une traçabilité de la ressource? Parce que, je n'ai pas à vous le rappeler, il y a encore l'affaire du quai Vazingo qui résonne dans les mémoires des populations, dans la mémoire collective. Comment on fait pour que du bois n'échappe plus à votre administration, à l'administration dont vous avez la charge? Est-ce qu'il y a de meilleures stratégies pour la traçabilité de la ressource? Dans la chaîne de valeur, il faut ajouter. On a une cartographie qui est bien de tous les permis. On n'a pas forcément connaissance des vrais propriétaires de tous ces permis. Vous allez peut-être constater ce matin dans l'Union une annonce. On fait appel à tous les propriétaires des permis de venir eux-mêmes physiquement aux eaux et forêts avec le document. Et s'ils ne se présentaient pas, monsieur le ministre? Si eux-mêmes ne se présentent il risque pas? de perdre le permis forestier. Sur le plan d'accélération de la transformation, il y a un comité en place et les gens qui ne viennent pas, on va supposer qu'ils n'existent pas et le permis va revenir à l'État et on va les attribuer aux sociétés qui sont prêtes à aller dans le deuxième, troisième transformation. Et qui sont dans la légalité. On a appris de vos... Mais on est en train aussi Allez-y. de mettre en place un système de traçabilité. Qu'est-ce qui va le différencier des certifications qui existent déjà telles que le FSC? FSC, c'est une évaluation de la bonne gestion de la forêt. Oui. Ce n'est pas un système de traçabilité. Donc, on a été critiqué il y a 2-3 ans. Au même temps qu'il y avait Kabazingo Gate, il y avait aussi ce qu'on appelait le commerce toxique. Il y a une ONG américaine d'investigation, Environmental Investigation Agency, qui sont venus au Gabon, qui ont fait un exposé sur les pratiques criminelles dans le secteur forêt, au Gabon, aussi au Congo. C'est cette ONG qui a même mis en évidence que la campagne présidentielle de Jinping était financée par des forestiers et c'était en contrepartie des futurs permis forestiers qu'ils allaient accorder à cette société. Vous êtes très bien informé, monsieur le ministre. Cette ONG, maintenant, revient au Gabon pour mettre en place un système de traçabilité avec l'administration. Donc, on va tracer les arbres, on va identifier les arbres debout dans les chantiers forestiers, on va fixer un code barre sur l'arbre vivant. C'est une révolution, ça. Une révolution complète. Et une fois abattu, on va suivre la bille quand ça monte sur le camion, quand ça arrive dans l'usine, à la sortie de l'usine. Donc, ce système de traçabilité actuellement en test sur une dizaine de chantiers
Et j'espère bien, à partir de janvier 2022, ça va être appliqué partout au Gabon. Donc le système de traçabilité va faire recours donc, à la digitalisation en quelque sorte, c'est ce qu'on doit comprendre. Est-ce qu'il y aura Et ça va seulement- nous aider à veiller qu'on récupère tous les taxes et tous les impôts qui sont dus Absolument. à l'administration. Parce qu'on Donc a ça veut- découvert cette Donc ça veut année... dire qu'il y aura un suivi de plusieurs administrations en plus du Tout à département fait. des eaux et Le fait forêts. qu'on va informatiser tout ça, ça fait qu'on peut lier notre système avec la douane, Les douanes. avec les impôts. On a découvert que l'année dernière, on a récupéré qu'un tiers des taxes de superficie. Parce qu'au niveau du ministère de l'économie, ils n'avaient pas une base de données de tous les forestiers, donc ils ne savaient pas à qui donner la facture pour les taxes de superficie. Ça a été un gros Cette manque à année, gagner pour on va- l'administration. Exact. Ouais, on va poursuivre. Monsieur le ministre, nous avons appris que vous comptez labelliser le bois gabonais afin de le positionner sur le marché international. Comment cette stratégie marketing va-t-elle se décliner? Il y a un fort lobby contre le bois tropical dans les pays développés. On dit que quand on achète du bois tropical, on promouvoit la déforestation, on promouvoit la destruction de la biodiversité et on promouvoit des abus sociaux. Donc, si notre bois n'a pas une label où on peut prouver que c'est légal, prouver que c'est positif pour le climat, qu'on maintient la forêt et on fait absorber de CO2, prouver que c'est bon pour la biodiversité et prouver qu'il n'y a pas eu des abus sociaux dans l'exploitation, dans 5-10 ans, il n'y aura plus de marché pour notre bois. Donc on est quasi obligé d'aller vers ça. Si on le fait, si on peut prouver qu'en achetant cette table qui vient du Gabon, vous avez contribué à la lutte contre les changements climatiques, vous avez contribué à préserver la biodiversité du bassin de Congo, les gens vont pouvoir acheter avec confiance des produits faits dans le bois gabonais. Et donc le bois du Gabon va être un label... Et vous allez de donner confiance. un nom, une appellation d'origine? Ce serait quoi la stratégie? C'est quoi? Bois du Gabon? On n'a pas encore trouvé le... Peut-être D'accord. bois du Gabon, mais il faut trouver un mot qui résonne en français, en anglais. Peut-être travaillerons avec le ministre du Tourisme parce que ça renvoie effectivement à une Absolument. question voilà, d'appellation géographique. Le Gabon est-il toujours leader en Afrique de l'exploitation du contreplaqué? Oui. Moi, je ne réfléchis pas trop en leader d'Afrique. On travaille pour développer le Gabon. Que la RDC, qui a une forêt qui est 7 fois plus grande que nous, qu'à terme, ils ont plus de contreplaqué pour nous, ce sera normal. Mais développons notre pays. On veut faire un prélèvement durable pour que le contreplaqué du Gabon, ce qu'on produit aujourd'hui, on va aussi produire dans 20 ans, dans 50 ans, et que les emplois concrets sont durables. Ouais. Alors, nous laisserons le privilège aux Gabonais d'aborder l'actualité, à savoir le conflit homme-faune avec vous dans les questions des populations. Abordons à présent, Monsieur le ministre, l'importance de la protection de l'environnement avec vous, Marielle. Et on le sait, la 26e conférence des partis sur le climat approche à grands pas. Monsieur le ministre, c'est en novembre à Glasgow. Le Gabon fait partie du bassin du Congo. Vous l'avez signifié lors de votre propos. Est-ce que, ou du moins, comment comptez-vous porter la voix du Gabon à cette conférence, à ce grand rendez-vous pour le climat? Pour le COP26, le Gabon, bien sûr, on va négocier pour le Gabon, mais le Gabon est aussi le porte-parole de l'Afrique. Nous préside actuellement le groupe africain des négociateurs. Donc nous avons un double rôle. Négocier pour le Gabon, négocier pour la prise en compte des forêts tropicales, négocier que les pays développés acceptent de financer l'adaptation, parce que nous sommes confrontés par exemple, le montée des eaux, le niveau de la mer va monter de 2 mètres sur le prochain siècle. 2 mètres. Ça veut dire que Sablières, on peut l'oublier. Port-Gentil, le point le plus haut, c'est à 2 mètres. Donc on sera obligé, sur le prochain siècle, de déplacer Port-Gentil. Ce sont des prévisions ou c'est réel? C'est scientifique, donc c'est des D'accord. modélisations. Ça peut monter Comme ça peut ne pas monter. de 2 mètres, comme ça peut monter de 6 mètres.
Et D'accord. comment, Mais ça va monter. et comment l'Afrique elle-même compte freiner cette montée des eaux-là? Parce qu'on attend certainement le financement des puissances telles que les puissances occidentales, mais est-ce qu'au niveau de l'Afrique, par rapport à cette initiative dont vous parlez, est-ce que l'Afrique elle-même se positionne? Le seul moyen de freiner ça, c'est de réduire les émissions de CO2. Donc, c'est de lutter contre les changements Et climatiques. justement, monsieur le ministre, il y a une réalité. Les plages gabonaises sont polluées, les poubelles à ciel ouvert débordent dans toutes les villes du pays. Comment expliquer que notre pays veuille garder une place prépondérante dans le concert des nations en matière de protection de l'environnement avec toutes ces réalités-là? On se dit, mais quel contraste! L'océan va monter de 2 mètres dans 2 siècles, mais au Gabon, voilà, la situation est telle que celle-ci. Mais aussi, monsieur le ministre, on assiste à la dégradation, j'y arrive, des mangroves. On le voit au Cap Esterias, dans le département des Timboué, dans le Goué maritime. Comment on fait pour empêcher que ces écosystèmes-là soient dégradés et pour lutter à notre façon à la baisse du niveau de la mer? Évidemment. Mais vous me bombardez avec les questions. D'abord sur le plastique. Il y a 2 problèmes. Premier problème, c'est un problème mondial. L'océan est devenu la poubelle de la planète. Donc, à Kinshasa, un citoyen jette ses poubelles dans la nature. Avec la pluie, ça rentre dans le fleuve Congo, ça arrive à la mer, et avec les courants qui remontent vers le nord, on reçoit au Gabon la poubelle de Kinshasa, de Pointe-Noire. Et vice-versa, c'est Et possible est-ce aussi. qu'il y a également la responsabilité Après, du notre Gabon? propre poubelle, on voit à chaque fois qu'il pleut fort à Libreville, si on regarde l'estuaire est plein de sachets plastiques, de bouteilles en plastique. Nos déchets vont partir vers le Cameroun et vers le Nigeria, vers le Ghana. Donc, on doit nettoyer chez nous. On doit mettre en place les systèmes de traitement des déchets. On doit sensibiliser les Gabonais à ne pas jeter dans la nature. Oui, mais à C'est force de ça. Et on doit sensibiliser, monsieur le réglementer- ministre, on ne voit pas forcément réglementer les... contre le plastique à utilisation unique. Donc, on a une loi qui vient de passer le Conseil des ministres, qui va être proposée à l'Assemblée nationale pour interdire enfin une les mesure plastiques- coercitive, donc qui va plastiques sanctionner. à utilisation unique. Ce sont des sanctions qui sont prévues. Voilà. Merci, monsieur Et le la ministre. destruction de la mangrove, Donc, monsieur sur la le destruction de la mangrove, il faut relativiser. Le Gabon, le petit Gabon, si je peux le dire comme ça, quand on regarde sur la carte de l'Afrique, nous avons 50% des mangroves protégées de la côte ouest de l'Afrique. Donc on fait beaucoup pour préserver le mangrove. On a des parcs de Pongara, d'Akanda, on a la zone de Baogoué. Il y a effectivement une pression à l'intérieur de Libreville, à l'intérieur de Port-Gentil. On perd quelques dizaines d'hectares de mangroves. On travaille avec les ONG pour replanter. Ce qui est génial avec les mangroves, c'est que c'est très facile à replanter. Mais c'est les problèmes d'urbanisme, c'est les problèmes des gens qui remblaient les mangroves pour construire. On doit être de plus en plus vigilant sur ces questions, parce que les mangroves... D'autant que nous sommes dans la décennie de la restauration, vous l'avez Oui, dit. mais aussi, les mangroves nous protègent des montées des eaux. Oui. Les mangroves nous protègent des inondations. Les mangroves sont la zone de reproduction de 70% Des ressources halieutiques. des poissons de mer. Dans l'estuaire, la zone la plus, on va dire, convoitée, c'est la zone nord, où tout le monde veut bâtir une habitation. Est-ce que ça veut dire que vous allez interdire la construction dans la zone nord, notamment dans les zones de la commune d'Angondjé, la commune d'Akanda, pardon? On ne va pas interdire la construction dans la zone Là où il y a nord. beaucoup plus de On mangroves. va interdire, mais c'est déjà interdit de construire dans les mangroves. Donc, Il y a beaucoup de chantiers de construction dans la zone, le quand domaine même, tout de maritime de l'État. Donc, c'est déjà interdit. Il y a déjà le Smart Code Oui. d'Akanda qui a prévu de protéger tous les cours d'eau. Donc, il faut construire entre les cours d'eau. Il ne faut pas construire dans les zones qui vont être inondées. Et quelle sanction est prévue pour ceux-là qui détruisent la mangrove? Il y a des sanctions, mais je pense qu'il faut d'abord sensibiliser et il faut mettre en place un vrai plan d'urbanisme pour amener les gens à mettre les maisons dans les bons endroits. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence, monsieur le ministre? Est-ce qu'on a le temps de sensibiliser encore, de mettre encore les plans, etc.? Les plans, on a déjà le Smart Code, on a déjà mis en place les plans. C'est une question maintenant d'implémenter.
Oui, on a toutes les données qu'il faut, on a toutes les connaissances qu'il faut maintenant à appliquer ces choses. Sans transition, Monsieur le ministre, nous voici donc au troisième axe de notre échange. La grève et le dialogue social, un sujet d'actualité. Depuis le mois de février, le siège social du ministère des Eaux et Forêts est devenu une foire au tambour, un espace du spectacle vivant. C'est la grève, dur, Monsieur le ministre. Pourquoi ce mouvement d'humeur persiste-t-il? Je dirais qu'il y a une partie que je comprends bien. Depuis 2014, on a eu beaucoup de réformes dans les questions de salaire. On a tous vécu la prime d'incitation à la performance, la PIP. On a, suite à ça, on a coupé ce qu'on appelait les fonds communs au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Fonds communs, c'était une partage des taxes et des impôts forestiers qui revenaient au ministère pour payer les primes, mais aussi pour payer le fonctionnement. Quand on a supprimé ça, les conditions de travail des agents des eaux et forêts ont souffert. Nous avons des collègues sur le terrain. Par exemple, si on se retrouve chef de canton à Moulengue-Binza, à Mekambo, dans une zone isolée, on n'a pas de voiture, on n'a pas de budget de fonctionnement, on n'a pas de l'eau ou de l'électricité dans la maison, ça frustre, ça fragilise, hein? Ça ouvre même le voie à la corruption, parce qu'on est obligé presque d'aller demander du forestier du coin le carburant pour pouvoir bouger. Donc, le ministère des Eaux et Forêts a été, je dirais, négligé hein, pendant presque une décennie. Il faut rétablir les bonnes conditions de travail pour que les gens soient performants. Donc, de ce côté, je pense que, je ne sais pas si c'était nécessaire de faire la grève, mais il y a des réclamations qui sont tout à fait, je dirais, légitimes, justifiées. Ensuite, mes agents réclament le paiement d'une façon rétroactive de 28 milliards de primes. Des primes qui n'étaient pas inscrites dans la loi de finances, donc qui ne sont pas justifiées de façon juridique. Donc on est dans un petit bras de fer. On me dit tous les jours, il faut de l'argent, il faut 28 milliards de francs. Est-ce que vous leur avez dit que vous êtes dans l'incapacité de... primes? Bien sûr, on a un dialogue, oui. on discute. La grève, c'est une centaine des agents sur 1500. Donc le ministère fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le terrain, qui travaillent tous les jours, normalement. La grève, les grévistes, ils ont suspendu la grève, après ils ont relancé la grève, après suspendu, après relancé, sans jamais fait des préavis de 10 jours qu'il faut. Donc ils sont là, ils jouent le tam-tam. Et vous vous y habituez apparemment, Monsieur le ministre. Ça ne vous dérange plus d'entendre ce tam-tam tous les jours? Je me trouve dans mon bureau en train de... vous mimez. D'accord, Monsieur le ministre. Tout de suite, les questions des populations qui vous ont été adressées, vous allez y répondre et vous allez remarquer, vous allez revenir sur la question de la grève. Allez, on regarde les questions des populations. Je suis Monsieur Robert et voici ma question. Au troisième trimestre 2020, des engagements ont été pris par vous, ministre des Eaux et Forêts, par rapport à la situation que connaît vos agents. Et depuis lors, les agents ont repris le mouvement. 5 mois plus tard, on se rend compte que le mouvement persiste. Pourquoi, jusqu'à présent, ces agents ne sont-ils pas payés? Je suis Madame Nindon et ma question est la suivante. Pourquoi, depuis la reprise du mouvement de grève le 18 février 2021, la tutelle n'a plus appelé les partenaires sociaux sur la table de négociation? En un mot, pourquoi le dialogue social a-t-il été rompu? Je m'appelle Abim Boumba. Depuis octobre 2019, le projet de Code des eaux et forêts a été retiré du Parlement pour amendement. En octobre prochain, ça fera 2 ans. À quel niveau se situe ce dossier qui permettra une plus grande efficacité de service? Et pour quelles raisons a-t-elle été retirée?
Monsieur le ministre, on va commencer par cette première partie, des questions de vos agents d'ailleurs. Ils disent, ces collaborateurs, que la forêt brûle et les eaux bouillonnent au niveau de votre ministère. Pourquoi, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été payés en partant du 3e trimestre de 2020 de tout ce que vous leur avez promis? Je suis ministre depuis 2 ans. Un des premiers dossiers que j'ai saisi, c'était cette question de primes et de budget de fonctionnement du ministère. À partir du 3e trimestre 2022, j'ai payé des primes. J'ai payé des primes chaque trimestre que je suis ministre, j'ai payé des primes. Ça veut dire qu'actuellement, leurs primes sont payées? Au début, j'avais pas beaucoup d'argent, donc j'ai payé une prime peut-être un peu maigre. À partir de la 3e, 4e trimestre 2020, j'ai payé une prime normale. J'ai décaissé 750, 800 millions de francs CFA pour payer les primes des agents des eaux et forêts. Il y a eu un retard pour le premier trimestre de cette année. 2021. Il fallait mettre en place la loi de finances, mais pour la première fois depuis 2013, nous avons une allocation dans la loi de finances, 10% des recettes forestières qui vont payer des primes des agents des eaux et forêts. Donc, ils ont de nouveau, dans la loi de finances, une prévision pour payer les primes. Les primes de cette année vont être payées. Il y a un petit problème de retard, mais il n'y a pas de problème pour payer les primes. Les primes sont prévues dans la loi de finances. On vous reproche d'avoir interrompu le dialogue depuis le 18 février 2021, Monsieur le ministre. On a fait une réunion au 7e, au ministère des Eaux et Forêts, dans laquelle j'ai trouvé des propos des syndicalistes aux Eaux et Forêts tellement frustrants que j'ai suspendu la réunion et je suis parti. On dit que j'ai claqué la porte. J'ai jamais claqué une porte à la négociation de ma vie. Mon bureau est ouvert, le dialogue est... Est-ce qu'il ne faut pas repartir vers ce dialogue pour suspendre ce mouvement d'humeur? Est-ce que ce n'est pas réluisant, les images d'ailleurs qui circulent derrière moi, de voir tout le temps au ministère des Eaux et Forêts ce concert de tambour, monsieur le ministre? Je trouve vraiment triste ces images. Vraiment triste de voir des images comme ça pendant la 2e vague de Covid. Vraiment triste de voir des agents des eaux et forêts qui ne respectent même pas les mesures barrières prescrites par le gouvernement. Vraiment triste de voir les gens, au moment qu'on est dans la plus grande crise économique qu'on a vécue depuis des décennies, de réclamer le paiement de 28 milliards et d'essayer de bloquer l'industrie forestière qui crée des emplois et des richesses pour le Gabon. Donc, je suis solidaire avec eux sur certaines questions, comme j'ai dit, mais je ne suis pas du tout solidaire ni à leur comportement, qui est illégal de jouer les tam-tams toute la journée pour déranger leur collègue qui veut travailler. C'est contre la loi. On a même enregistré les décibels, on a enregistré, ils ont dépassé les seuils légaux prévus dans le code pénal. On a pu même les traduire en justice. Donc, que les agents de l'environnement vont contre notre propre loi, je ne trouve pas digne. Donc, je veux bien un dialogue digne avec les gens qui sont sérieux et je fais tout pour convaincre mes collègues que les agents des eaux et forêts méritent des primes. Oui. Je fais tout Monsieur le ministre. pour expliquer aux membres du gouvernement qu'il faut améliorer les conditions de travail pour ces agents si on veut une administration performante qui est capable de résister les offres de corruption qui viennent du secteur forestier. Monsieur le ministre, à quel niveau se situe... Mais il faut un vrai dialogue. Il faut un vrai dialogue, pas un dialogue de sourds. Et c'est vous qui devez tendre la main à ces syndicalistes. À quel niveau se situe le projet de loi portant code des eaux et forêts? N'était pas du tout... La version qui a été soumise n'était pas en phase avec la vision du Gabon sur le développement de la forêt. Nous avons 2 grands défis au Gabon actuellement. Nous avons ce problème de changement climatique, mais un des résultats de ça, c'est que le marché de pétrole mondial va disparaître. On parle, depuis que je suis au Gabon, depuis 35 ans, on parle de l'après-pétrole au Gabon. On a toujours pensé que le pétrole devait finir. Mais ce n'est pas le pétrole qui va finir, c'est le marché de pétrole qui va disparaître à cause des changements climatiques. Donc, il faut remplacer le pétrole dans notre économie.
En plus, on a 800 000 enfants à l'école. Ça fait 800 000 emplois à créer sur les prochains 15 ans. Autant d'axes qu'il faudra intégrer dans le nouveau projet de loi. C'est quel secteur qui va créer 800 000 emplois? Dites-moi. Hein? Les mines vont créer quelques dizaines de milliers d'emplois, Inch'Allah. Hein? Le pétrole ne crée pas des emplois. C'est le secteur forêt et le secteur agricole qui peuvent, à la limite, créer ces... D'où l'importance de faire revenir l'harmonie avec vos collaborateurs. Dans le secteur forêt, on a besoin de multiplier fois 20 sur les prochains 15 ans le nombre d'emplois et l'économie, fois 20. Hein. Et la loi qui a été soumise à l'Assemblée nationale n'était pas conforme à cette vision du gouvernement. Ouais, j'insiste, monsieur le ministre, si vous permettez, d'où l'importance de faire revenir... de la transformation dans laquelle la forêt est centrale. Donc nous sommes en train de boucler la première rédaction de notre code qui est conforme la au nouvelle mouture. PAT. Hein. On va ensuite consulter le secteur privé et les autres secteurs. Et j'espère bien, dans 2-3 mois, qu'on va pouvoir relancer le projet. Monsieur le ministre, on va poursuivre avec les micro-trottoirs. Monsieur Moromba Stéphane, je suis menuisier quartier à Portsmouth. Ça m'a déjà de cela 4 ans sur le métier. Bon, vraiment, ici, là, au quartier, c'est très compliqué ce métier. Auparavant, les choses allaient très moins cher, surtout au niveau du bois. C'était vraiment très moins cher. La planche, on la prenait à 4 000, 3 500, mais de nos jours, c'est très compliqué. On va voir que juste une planche de Baya, c'est compliqué, c'est quasiment 7 000, 8 000 francs la planche. Maintenant, moi, j'aimerais que monsieur le ministre essaie de revoir, surtout au niveau du bois. Le bois est quasiment vraiment cher. Il y a les outils qui consistent à réaliser un meuble, tels que les pointes, le vernis, c'est aussi quasiment cher. Je m'appelle M. Nzengengo Narcisse, délégué du personnel de la société Tébou Transbois depuis 1999 que je suis là. Il fut un moment donné, il y a eu le problème de Kevazingo. Et que ça a fait des chômages techniques dans certaines entreprises. Nous faisons partie. Et franchement, ça a bouleversé certaines entreprises et nos employeurs aussi nous disaient que ce n'est pas eux, mais c'est votre gouvernement. Par rapport aux difficultés que nous croisons dans nos secteurs bois et privés, on travaille 24 sur 24. Monsieur le ministre, est-ce que nous espérons avoir vraiment une prime de risque puisqu'on n'en est pas? Monsieur le ministre, le bois coûte encore trop cher pour les Gabonais, alors qu'il est exploité sur place, transformé même aujourd'hui sur place. La question de monsieur Stéphane, qu'est-ce qui est fait dans ce sens pour améliorer le coût du bois au Gabon et pour les Gabonais? Oui, j'ai l'impression que monsieur Stéphane travaille dans le secteur qui est assez informel, le secteur de création des meubles, de menuiserie. Donc c'est une de nos priorités, c'est d'étudier ce secteur, de voir les sources d'approvisionnement de ce secteur, d'intégrer ce secteur dans le secteur formel de la chaîne de valeur, oui. Et bien sûr, de pouvoir créer des meubles à un prix abordable pour les Gabonais. Quand même. C'est important de pouvoir même offrir des maisons en bois, plutôt que des maisons en béton. Maisons en bois, c'est beaucoup mieux pour le climat, c'est beaucoup plus confortable à vivre. Donc on a une réflexion poussée au niveau de la Direction générale des industries pour voir comment veiller qu'on n'a pas besoin, je ne pense pas que ça c'est une table fabriquée au Gabon. On n'a pas besoin d'importer des meubles au Gabon. On peut les faire avec le beau bois du Gabon. C'est fabriqué au Gabon, monsieur le ministre, made in Gabon. Very good. Alors, monsieur le ministre, monsieur Narcisse Nzengue, vous posez la question des primes de risque pour les agents évoluant dans le secteur privé. Et qu'en est-il de ces agents mis en chômage technique après les difficultés qu'avait entraîné l'affaire Kevazingo Gate? Je pense qu'il avait deux questions. C'était le Kevazingo Gate et le chômage, et ensuite la prime de risque. La prime de risque. Parce qu'il travaille 24 heures sur 24. Dans le secteur privé. Oui. Donc, sur la question de Kevazingo, beaucoup d'encre a coulé. On sait qu'il y a eu un laisser-aller dans le secteur forêt. Il y a eu une corruption et une exploitation légale qui est devenue globale. On a estimé des pertes à notre économie à 200 milliards de francs CFA par an. Et Kevazingo, c'était juste c'était une partie
d'un problème beaucoup plus important. Kevezingo, à l'époque, c'était le bois le plus cher, très primé en Chine, et donc sur lequel il y a eu le plus d'activités illégales. Mais il y avait beaucoup d'autres espèces. Donc il y avait des problèmes d'évasion fiscale, il y avait des sociétés qui cachaient tous les bénéfices à Hong Kong pour éviter de payer des impôts au Gabon. Et donc il y avait une énorme perte de fiscalité, qui fait qu'il y avait beaucoup moins d'entrées que prévu dans la loi de finances. Donc on est en train de mettre de l'ordre actuellement dans le secteur. J'entends, je n'ai pas de preuves, mais j'entends que certains des forestiers qui gagnaient beaucoup de l'argent avec l'illégalité sont à l'origine de tout ce bruit que vous entendez sur moi dans les réseaux sociaux et qui encouragent même, à la limite, les Monsieur le ministre, la question grèves dans le secteur. du chômage technique de ces agents. On corrige le tir et j'espère bien, cette année, avec les systèmes de traçabilité, qu'on va même pouvoir proposer un décret au Conseil des ministres pour reprendre l'exploitation de Kevezingo. On peut exploiter durablement entre 20 et 40 000 mètres cubes par an. Donc pourquoi interdire au Gabon? La question de la prime de risque. Donc prime de risque, c'est le secteur privé. Donc le prime de risque dans le secteur privé, c'est pas... moi, je suis le ministre qui réglemente la forêt. Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer cette prime-là dans le nouveau code des eaux et forêts? On entend souvent parler de prime de risque pour les agents de la forêt qui sont en face des éléphants, des panthères, des Eux, ils ont droit à cette prime, eux. On n'a pas de prime de risque aux eaux et forêts. On a des primes de performance, mais quand on choisit d'être forestier, c'est qu'on accepte le risque et on n'a pas droit à la prime. En forêt, est-ce qu'un militaire a une prime de risque? Non, on accepte d'être militaire, donc on accepte d'aller à la guerre si nécessaire. Il y a une prime de guerre quand on va au combat. Et nous pensons, Monsieur le ministre, que le message il est bien passé. Nous allons poursuivre, si vous le permettez, avec le troisième volet des questions de vos compatriotes. Je suis Louis-Charles Macao Ipunga. J'interviens au sujet de dévastation de cultures vivrières par les pachydermes. Monsieur le ministre, les populations attendent de l'administration des eaux et forêts de réponses concrètes face à leurs préoccupations. Vont-ils bénéficier des indemnisations suite à la dévastation de cultures vivrières par les pachydermes? Je me prénomme Olga, mon nom c'est Ntsuru. Je suis agent des eaux et forêts. Monsieur le ministre, la loi sur les parcs prévoit que la compétence d'un éco-garde est strictement à l'intérieur d'un parc. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui explique les missions hors des parcs telles que le poste de contrôle de Kougouleu à l'intervalle d'un éco-garde? À Mekambo, par exemple, un éco-garde a trouvé la mort lors d'un contrôle. Est-ce que c'est normal? Sachant qu'il y a un cantonnement des eaux et forêts dans Mekambo, alors que le parc de Moignan se trouve à 58 km de Mekambo. Est-ce que c'est normal qu'un éco-garde quitte son parc pour venir en pleine ville faire un contrôle? Monsieur le ministre, les questions sont précises et on va certainement commencer par la dernière et revenir sur la première. Madame Olga Tsogou vous demande où commence les missions d'un éco-garde, où s'achève-t-elle, ou dans quel cadre doit-il exercer professionnellement? Est-ce que c'est uniquement à l'intérieur des parcs ou également il peut aller faire les contrôles à l'extérieur? Olga est très bien placée. Elle est ancienne conservateur adjoint du Parc national de Mont de Cristal. Donc elle connaît bien les questions de l'Agence nationale des parcs nationaux. Effectivement, dans la loi 03-2007, les éco-gardes gèrent les parcs, les zones tampons et les zones périphériques. Donc, dans les zones périphériques, il y a une co-gestion avec toutes les autres administrations. Mais le mandat d'un éco-garde n'est pas seulement dans le parc, mais c'est aussi dans les alentours des parcs nationaux. Et la zone périphérique va assez loin. En plus, quand il y a braconnage d'un éléphant, par exemple, à l'intérieur d'un parc national, les éco-gardes traquent le braconnier. Donc on ne va pas s'arrêter quand le chasseur qui chasse l'éléphant dans le parc, s'il arrive à partir, on va quand même le traquer
hein. Mais quand on quitte la zone du parc, on va le traquer avec les gendarmes, avec les policiers, donc avec d'autres services. Donc, il y a souvent des missions mixtes au parc. Hein. Ensuite, le gouvernement a donné pas mal de responsabilités à l'AMPN en plus de ce qu'ils font actuellement. C'est possible. Le programme Gabon Bleu, c'est l'AMPN qui l'a mené. C'était pas aura dans l'occasion un parc national. d'y arriver, Monsieur le Ministre. On ne va pas condamner l'AMPN parce qu'ils ont, sous ordre du président de la République, lancé le programme Gabon Bleu qui a créé maintenant des aires protégées qui gèrent. Hein. Le problème de conflit homme-éléphant, la première question. Oui, la première question. C'est l'AMPN qui travaille, qui fait rentrer même des financements de l'extérieur pour régler ce problème. Ce problème n'est pas dans les parcs nationaux. Mais le gouvernement a responsabilisé l'AMPN, parce que l'AMPN a une autonomie de gestion, donc une capacité de mobiliser des financements. Vous avez dit dans l'introduction de l'e-White qu'on a mobilisé beaucoup de l'argent pour la conservation de l'extérieur, toujours des dons, jamais des prêts, toujours des dons. Et donc, l'AMPN travaille avec la Direction générale de faune et des aires protégées, qui chapeaute cette question. En harmonie, le secrétaire exécutif de l'AMPN travaille chaque semaine avec le directeur général de faune et aires protégées, donc ils sont ensemble sur le terrain, mais l'AMPN est beaucoup mieux placé pour mobiliser les financements pour attaquer ce problème de conflit homme-éléphant. Monsieur le ministre, donc, par la rapport question des compensations, oui. moi, Les indemnisations des populations. je pense qu'il faut mettre en place des indemnisations. Il y a des discussions actuellement encore au niveau du gouvernement. Nous avons un conseil de cabinet du Premier ministre prévu cette semaine. Et j'ai grand espoir qu'on va mettre en place un fonds de solidarité nationale sur ces questions. Au même temps, on va essayer de s'attaquer à la source, avec les barrières électriques que l'AMPN a testées et mises en place. Qui ne sont pas encore en nombre important, Monsieur le ministre. Il n'y a pas assez, oui. Mais ça marche. Donc, on sait que la technologie marche grâce aux travaux de l'AMPN. Maintenant, à voir comment aller à une échelle. C'est l'unique solution que vous avez pour le moment? Il y a deux solutions durables pour ces questions. On parle beaucoup de solutions de piment, de rouge d'abeille, mais quand on va au Kenya, où ils ont travaillé sur ces questions depuis 30 ans, où vous avez le conflit homme-éléphant au Kenya, c'est un métier. Vous avez des gens qui, depuis 30 ans, travaillent sur ça. Et quand on est parti là-bas avec le président de la République pour voir les solutions, ils nous ont dit qu'il n'y a que deux solutions. Un, barrière électrique, bien conçu et bien entretenu. Il faut vraiment les entretenir, sinon ça ne marche pas. Ou, solution mortelle, il faut tuer. Monsieur le ministre, le conflit homme-faune qui a quand même été au cœur des événements de Mékambo et les populations ont l'impression qu'on privilégie aujourd'hui au Gabon les animaux que les personnes. Vous êtes journaliste. Est-ce que vous êtes convaincu que ce problème de Mékambo est purement un problème de conflit homme-éléphant? C'est ce qu'on nous a rapporté. Oui, mais je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a à Mékambo certaines femmes qui ont souffert, qui ont perdu leur plantation. Alors, si ce n'est pas le cas à Mékambo, c'est certainement le cas ailleurs. Monsieur le ministre, qui doit-on protéger? L'homme ou les animaux? Le pachyderme? Mais c'est clair, on doit protéger l'homme. Merci, Monsieur le ministre. Marielle, peut-être les questions des réseaux sociaux Une seule question, oui, Manix, une seule question de Chaldi Boris pour aborder notamment le Gabon bleu. Quelles sont les modalités de recrutement dans le secteur et quelle est votre politique en termes, votre politique maritime? Voilà, j'y arrive. Très bien. Donc, je suis le ministre de la mer. Et bien sûr, il y a d'autres acteurs dans la mer. Il y a la marine nationale qui défend les frontières. Il y a la marine marchande qui gère tout ce qui est bateau civil. Il y a le ministre de la pêche qui prélève les ressources. Donc le rôle du ministère de la mer, c'est de gérer l'écosystème. On a, avec la MPN, on a mis en place les aires protégées marines qui sont créées pour à la fois protéger, mais à la fois augmenter le prélèvement. C'est un peu paradoxal, mais en mer, quand on crée des aires protégées dans les zones de reproduction de poissons, on peut ensuite pêcher plus autour de ces aires protégées qu'on pêchait avant. Donc on a mis en place toute une stratégie de bonne gestion des ressources halieutiques. C'est le ministère de la mer qui gère les ressources et après, on donne un quota au ministre de la Pêche
Exactement. qui lui va autoriser à pêcher. Donc, des emplois dans ce secteur sont dans plusieurs industries. Et c'est chaque secteur, bien sûr, qui gère les emplois. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci aussi à vous, Marielle, pour nous avoir apporté toutes les questions donc, des compatriotes de Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, nous allons passer maintenant au débat avec l'invité surprise que vous allez découvrir. Merci, Marielle, d'avoir encore une fois contribué à cet échange avec notre invité. On se retrouve donc pour le débat. Merci. Voilà, donc nous sommes dans le débat. Merci à vous, Monsieur Nguema Seko Serge Julot, d'être venu pour débattre avec notre invité. Vous êtes le secrétaire exécutif du syndicat national des gestionnaires des ressources naturelles Sinagren. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Vous avez des questions à poser à Monsieur le ministre. Le débat est ouvert. Merci, monsieur les journalistes. Merci l'émission Face à vous. Et merci encore à toutes les personnes qui ont bien voulu qu'on se retrouve ce soir sur ce plateau pour débattre des questions de l'heure relatives à notre administration et qui font en sorte que l'auditoire, les populations qui nous suivent seront un peu plus ou moins édifiées sur la situation des activités au niveau de l'administration des eaux et forêts à tous les niveaux, autant sur le plan administratif que sur le climat délétère qui est. La première question qui me vient droit à l'esprit, c'est le niveau de la réglementation. Allez-y, formulez votre question, Monsieur le ministre va Monsieur répondre. le ministre, comme disait quelqu'un tout à l'heure, il a pris par le devant. Pourquoi avoir retiré le code forestier? Ça fait à peine aujourd'hui 2 ans et ça fait presque 2 ans d'amendement quand on sait que votre prédécesseur avait déjà mis ce code forestier au Parlement. Et à ce jour, nous continuons toujours à travailler avec l'ancien code. Or, le nouveau code devrait nous permettre de continuer de travailler dans les nouvelles dimensions qui sont dans ce nouveau code. Or, aujourd'hui, nous sommes toujours en train de travailler avec l'ancien code. On ne comprend pas toujours pourquoi le nouveau code n'est pas toujours promulgué et pourquoi l'avoir retiré. Très bien, merci Julot. Donc, notre code de 2001 a été applaudi dans toute la région, un code qui était bien fait. On a vu il y a quelques semaines un code forestier sorti au Congo qui est basé vraiment sur notre ancien code avec quelques petites modifications. Le secteur forêt a été choisi dans le plan d'accélération de la transformation comme un secteur central pour l'avenir du Gabon. On nous demande de multiplier fois 10, voire même fois 20, les revenus qui viennent de ce secteur et les emplois dans ce secteur. Donc il faut une vraie révolution dans la gestion. On a besoin d'augmenter la production de la forêt naturelle. On a besoin de créer des plantations pour supplémenter la production. On a surtout besoin de passer de la première transformation qui nous permet de capter 20% de la valeur du bois et créer 20% des emplois, pendant que 80% des emplois basés sur notre bois sont en Chine ou en Europe ou aux États-Unis. Donc on doit favoriser ce passage de la première transformation vers la deuxième et la troisième transformation. Le code révisé, qui a été travaillé surtout en 2016, 17, 18, après analyse, manquait certaines dispositions qu'il fallait vraiment pour pouvoir répondre au challenge de création d'emplois et d'augmentation des revenus. Donc, on a pris la décision de le retirer pour le reformuler. Vous êtes satisfait de la réponse? On attendait. Donc, il y avait en formulation cette stratégie du gouvernement. Il y avait déjà le plan stratégique Gabon émergent de son Excellence, le Président de la République, mais le plan d'accélération de la transformation devrait sortir avant qu'on remette Monsieur le ministre, code. Mais je ne vois pas pourquoi c'est motif d'une grève. Non, ça ne fait pas partie du motif de la grève. Ça fait partie du motif de la grève. En 2011, le décret 291 est sorti. La nouvelle l'administration des eaux et forêts a connu une nouvelle restructuration. À l'intérieur, on a créé la Direction générale des industries et d'autres. Lorsque nous avons fait, vous-même vous étiez à l'époque secrétaire exécutif de l'AMPN pour la mise en place de ce nouveau code. Et à l'intérieur,
sur le plan de l'accélération de la transformation, de la troisième transformation, tout a été mentionné dans ce document. Or, aujourd'hui, la politique du président de la République, c'est d'aller vers la troisième transformation à l'horizon 2025. Mais on constate qu'à votre arrivée, vous qui étiez partie prenante, très vif à la rédaction de ce code, dès que vous devenez membre du gouvernement, vous retirez ce code. Si aujourd'hui, ça fait partie des éléments qui font en sorte que nous nous retrouvons dans cette situation, c'est parce que quoi? On ne peut pas travailler sans les nouvelles orientations. Le code forestier, c'est notre Bible. Or, aujourd'hui, les éléments qui doivent faire en sorte que nous puissions travailler par rapport à la politique gouvernementale et au fonctionnement de la nouvelle administration des eaux et forêts sont dans ce nouveau code. Or, aujourd'hui, nous continuons toujours à travailler avec l'ancien code. Est-ce que vous voulez réagir par rapport à ça, Monsieur le ministre, avant qu'il ne pose une deuxième question? Peut-être ne pas vous relire. Je pense qu'on peut passer. Je pense que l'ancien code suffit pour l'instant, mais on va bientôt proposer. Très bien. Allez, une autre question, Monsieur le secrétaire. Aujourd'hui, ce dossier qui fait l'objet d'examen collégial, qui devait faire l'objet d'examen collégial, parce qu'en réalité, quand on élabore, ou alors quand on fait des amendements sur un code, les parties doivent se retrouver, à savoir l'administration avec les partenaires au développement, dont les syndicats des forestiers, et l'administration plus les partenaires pour voir la faisabilité pour le bon fonctionnement du code. Oui, vous avez raison. Donc, il y a les juristes actuellement qui travaillent là-dessus sur la base du plan accélération de la transformation qui nous donne les chiffres, vraiment le voie à suivre. On a des juristes des eaux et forêts, on a les juristes du secrétaire général du gouvernement. Une fois qu'ils ont fait la première ébauche, et moi-même je ne l'ai pas vu pour l'instant, une fois qu'on a la première ébauche, on va bien sûr le partager avec le secteur privé et avec les spécialistes. Monsieur le ministre, vous êtes d'accord avec moi qu'on est dans le principe de l'action et de la relance? Si le gouvernement veut bien que le secteur forêt aille vite pour la croissance et pour créer les 20 000 emplois dont vous parlez chaque jour, je pense qu'il ne devrait pas attendre 2 ans pour amender un code et pour mettre un code sur le marché. Parce que ce que nous déplorons aujourd'hui, le code minier ne met pas autant de temps au Parlement. Or, aujourd'hui, le code forestier a déjà fait 2 ans retiré et qui est en examen par les juristes du secrétaire général du gouvernement et les juristes des syndicats et les juristes de l'administration des eaux et forêts. Alors, monsieur le secrétaire exécutif le code minier va créer 10 000 emplois. Et le code forestier? Le code forestier va créer 500 000 emplois. 500 000 emplois. On doit vraiment se pencher sur ce code parce que c'est ce code qui va nous permettre, sur les prochains 15 ans, de voir ce secteur Ces 500 arriver 000 emplois au sont-ils potentiel. réalistes du moment où le code n'est pas encore réaliste ou irréaliste? Ça fait 2 ans que le code est retiré de l'Assemblée nationale, du Parlement en général, pour qu'il soit effectif pour la mise en place des orientations gouvernementales. Si le code n'est pas sorti, est-ce que l'État peut créer les 500 000 emplois qui doivent revenir au secteur forêt-bois? Est-ce que le code a empêché un coq d'ouvrir 100 usines? Est-ce que le code empêche à G16 d'investir vous savez très bien que la situation dans le coq est très complexe par rapport à la réalité fonctionnelle du code forestier. Vous avez une seule préoccupation sur le code forestier, apparemment, monsieur le secrétaire exécutif du SINAGREN. Non, le code forestier, c'est notre Bible. Et en tant qu'agent des eaux et forêts, je ne peux pas bien travailler si je n'ai pas... Je ne disconviens pas, mais compte tenu du temps, peut-être que vous pouvez aussi aborder d'autres questions. D'autres questions. Qui préoccupent vos adhérents. La question qui préoccupe nos adhérents, c'est le fonctionnement, la situation. On constate qu'il y a chevauchement entre l'ANPN et l'administration des eaux et forêts. Adressez-vous au ministre. Oui, je m'adresse au ministre. Il y a chevauchement entre l'ANPN et l'administration des eaux et forêts. Alors, je vais vous aider. Pourquoi, monsieur le ministre va répondre. Voilà. L'ANPN, on se rend compte aujourd'hui, depuis ses anciennes fonctions de secrétaire exécutif jusqu'à présent, a plus d'impact dans la résolution des attributs par rapport aux attributs relatifs à l'administration des eaux et forêts. C'est entendu, je pense, par le ministre, peut-être qu'il va y répondre. Monsieur le ministre, par rapport au chevauchement entre l'ANPN et autres. L'ANPN, c'est une agence. Le président de la République a mis en place des agences au Gabon pour exécuter la politique. Donc, le ministère crée la politique, l'Agence nationale des parcs nationaux. Il y a aussi l'Agence nationale de filière bois aux eaux et forêts. Ces 2 agences sont là pour implémenter cette politique. L'ANPN, sa mission primordiale, c'est gérer des parcs
des zones tampons et des zones périphériques des parcs nationaux. Parcs nationaux, ils ont un mandat d'exécution, mais ils ont toujours une tutelle qui est la Direction générale de faune et des aires protégées. Donc, ils ont une tutelle au ministère des Eaux et Forêts. Ils exécutent notre politique sur les parcs nationaux à l'intérieur des parcs. Dans les zones tampons, il y a des permis forestiers, des permis miniers, il y a des villages. Donc, ils exécutent en collaboration avec toutes les autres administrations. Même chose, zone périphérique, il y a même plus de partenaires là-dedans. C'est vrai que le gouvernement a donné instruction à la MPN de s'occuper de quelques projets spéciaux. Par exemple, le Gabon bleu, par exemple, le conflit homme-éléphant. Mais le conflit homme-éléphant, le secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux est dans le bureau du DGFAP tous les 2-3 jours sur ces questions. Ce n'est pas que la MPN le gère seul. La MPN fait ses actions sous la supervision du ministère des Eaux et Forêts. Quand j'étais secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux, je travaillais avec les ministres des Eaux et Forêts, mais j'avais également une tutelle administrative de la présidence de la République. Donc, la tutelle administrative a donné certaines missions à la MPN, mais les ministres, ils étaient à 100% au courant de ça. Il n'y a aucun problème entre une agence qui exécute et un ministère qui fait la politique. Poursuivez le débat. Oui, il y a une autre question me vient tout droit à l'esprit. Depuis environ près de 6 mois, les pointes d'ivoire ont été saisies au Cameroun, scellées et estampillées ANPN. Comment comprendre qu'à ce jour, il n'y a jamais eu de poursuite ou de mandat ou de plainte? Est-ce que l'ANPN n'est pas au centre d'un trafic de points d'ivoire? L'ANPN, avec la Direction générale faune et protégée, gère le stock national de l'ivoire au Gabon. Mais comment expliquer que les points d'ivoire se sont saisis au Cameroun, il y a un stock. Estampillés à ANPN, l'ANPN a un clé. Et que l'administration n'a jamais porté plainte? J'y arrive. L'ANPN a un clé et la DGFAP a l'autre clé. Donc l'ANPN ne peut pas rentrer là-dedans. Il y a des caméras qui filment en permanence, il y a une base de données électronique qui suit tous ces ivoires. Les ivoires qui ont été retrouvés au Cameroun ont été effectivement marqués par l'ANPN et le ministère des Eaux et Forêts. Ils ont été déposés à la tribunal de Libreville parce que c'était les pièces à conviction. Ils ont disparu du tribunal. Ils n'ont pas disparu du stock de l'ivoire qui est géré par, en effet, par le DGFAP avec le soutien de l'ANPN. Vous, première autorité d'administration des eaux et forêts, comment expliquer que les points d'ivoire puissent disparaître? Il y a une enquête encore. On travaille avec le procureur de la République sur ces questions de fuite de l'ivoire, mais la fuite n'était pas du stock géré par le ministère des Eaux et Forêts avec l'ANPN. La fuite, c'était malheureusement du tribunal. Monsieur le ministre, une autre question qui vient toujours. Les populations rurales, sur le plan de terre, quelle est leur importance dans 10 ans? La place des populations rurales sur le plan d'affectation des terres? La place des populations rurales est primordiale pour 2 raisons. Si on va créer les 800 000 emplois qu'on a besoin de créer pour les 800 000 enfants gabonais qui sont à l'école aujourd'hui, c'est les secteurs forêt et agriculture qui vont créer ces emplois. Le secteur mine, ça peut être très important dans l'économie, mais ça ne va jamais créer beaucoup d'emplois comme le secteur pétrolier. Donc, pour le plan national d'affectation de terre, on est en train actuellement de lancer, comme tu sais, la cartographie participative de tous les villages du Gabon. Tous les 2600 villages ont fait la cartographie participative avec les équipes ministères, ANPN et IRET. C'est dans l'optique de bien comprendre tout ce qui est foncier rural, de voir comment réformer le foncier rural, comment améliorer notre agriculture de subsistance, comment développer également une agriculture plus commerciale,
hein. Et ces populations rurales aussi jouent un rôle très important dans le secteur forêt, hein, parce que le secteur forêt, c'est l'exploitation et la transformation. L'exploitation se passe en forêt, donc c'est les populations rurales qui vont développer Allez-y, monsieur le ministre, la situation économique des opérateurs gabonais. Car aujourd'hui, tous les opérateurs gabonais du secteur forêt, ils ne se retrouvent plus avec la ressource. Ce sera peut-être votre dernière question. Le climat social. Celle-ci maintenant, oui. Il y avait malheureusement un problème qu'on a dénommé Kabazingo Gate, hein, Kabazingo Gate, hein, dans lequel il y a eu énormément d'exploitations forestières illicites. Il y avait tout un trafic sur les bois abandonnés. Hein. Il y avait il y a des forestiers gabonais qui sont dans le permis et qui travaillent. Il y a d'autres forestiers gabonais qui étaient malheureusement impliqués dans des activités illicites, qui sont aujourd'hui obligés d'adapter le modus operandi parce qu'on ne peut pas tolérer de détruire la forêt avec une exploitation non conforme à notre code forestier. Monsieur le ministre, nous entrons dans le vif du sujet de l'autre deuxième volet, le climat social au niveau du ministère. Et ça fait aujourd'hui 6 mois. Le 1er septembre, nous avons été bombardés, le syndicat des eaux et forêts. Le 2e, nous avons signé un protocole d'accord. Et ce protocole d'accord n'a jamais accouché d'une souris. Le 17 février, après moult relances, malheureusement, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de satisfaction. Vous, en tant que ministre des eaux et forêts, j'ai suivi des questions, des interrogations de mes collègues tout à l'heure, et les déclarations aussi des journalistes qui disaient que est-ce que ce bruit-là ne vous dérange pas? Quand même vous voulez faire développer le secteur forêt, est-ce que vous allez faire développer le secteur forêt avec des gens qui viennent de l'extérieur ou bien avec des éléphants ou bien le personnel de l'administration des eaux et forêts? Quels sont nos points de désaccord? Les points de désaccord, vous les connaissez, ils sont mentionnés dans le protocole. Oui, mais pour les... Voilà. Vous savez très bien que dans le protocole, il y a 4 points qui sont mentionnés. Premièrement, le paiement des arriérés de primes, les 27 trimestres, le retour des fonds communs. 28 milliards. 28 milliards, si on arrondit par excès. 27 milliards, 875 millions de primes impayées. Nous avons le retour des fonds communs. Nous avons le paiement du DIRIB. Nous avons le principe de la cumulalité. Nous avons les états généraux et nous avons le bien-être, les conditions de travail des agents des eaux et forêts. Tels sont les camps. Mais malheureusement, nous avons constaté qu'avant qu'on ne retrouve sur cette grève, nous avons écrit à plusieurs reprises des préavis de grève qui sont restés lettres mortes jusqu'à ce que nous avons repris la grève le 17 février et jusqu'à ce jour. Comme vous savez, pour les 28 milliards que vous réclamez, je fais une analyse juridique pour voir si c'est juridiquement possible. Et j'ai toujours dit que pendant la deuxième vague de Covid, ce n'était pas digne de faire une grève sur un problème économique. C'est mon point de vue. Sur les questions... Monsieur le ministre, la grève n'a pas été lancée pendant la période de la seconde vague du Covid. C'était lancé pendant la première vague, oui. Donc, sur la question et nous étions encore dit que de septembre à décembre, nous serions dans le respect du protocole. Sur la question des primes... Et jusqu'en décembre, ça n'a pas été fait. Pour la première fois depuis 2013, vous avez dans la loi de finances des primes. C'est quelque chose de gagnant. C'est quelque chose de gagnant, oui. A remis, maintenant, il y a 10% de tous les recettes forestières qui revient au ministère des Eaux et Forêts. Et dans la loi de finances rectificative, on risque d'avoir un peu plus de bonnes nouvelles, je pense. Oui, monsieur le ministre, ça c'est entre ce qui est fait et ce qui est dit. L'agent des eaux et forêts, lui, il voit l'argent dans les reçus tous les jours, dans les quittances. C'est une chaîne. Les quittances de quoi, monsieur le secrétaire? Les quittances des règlements. Les règlements de contentieux, les infractions. Nous avons, conformément à l'article 285 du Code forestier et 162, les agents doivent bénéficier des primes par les amendes transactionnelles et la fiscalité. Vous parlez donc des sources de financement pour pouvoir payer les primes, monsieur le ministre. Et aujourd'hui, depuis toujours, pas aujourd'hui, depuis toujours, les amendes transactionnelles sont payées
par les opérateurs, quelle que soit leur nature. Donc il y a un système de graduation des infractions. Alors, où réside donc l'incompréhension par rapport à cela? L'incompréhension se retrouve que tout cet argent qui est payé par les opérateurs, et plus la fiscalité, et nous les agents qui voyons tout cela tous les jours, nous n'avons pas le retour. Donc nous ne sommes pas satisfaits, on n'est pas payé. Par exemple, à ce jour, nous sommes déjà au deuxième trimestre 2021. Et dans le protocole, il est bien mentionné que nous aurions et la prime, donc toutes ces primes-là, à partir du premier trimestre 2021. Et là, nous sommes en fin d'exercice du deuxième trimestre 2021. Et donc, vous voyez qu'à l'intérieur du protocole, rien n'est respecté. Ni le principe de l'accumulabilité, ni les effets collatéraux pour permettre à ce que les agents soient satisfaits. Monsieur le ministre, peut-être une réaction par rapport à l'inconfort donc, de monsieur le secrétaire exécutif du SINAGREN? Comme j'ai dit, hein, en 2013, ces primes ont disparu de la loi des finances. En 2014. En 2021, on voit de nouveau ces primes dans la loi des finances. Donc le gouvernement a pris acte. Hein. Je me suis battu pour ça et je me bats tous les jours pour améliorer les conditions de travail de mes agents sur le terrain. Donc il y a des raisons d'espérer, monsieur le secrétaire exécutif. J'ai du mal à dire qu'il y a des raisons d'espérer. Parce que quand le ministre dit qu'en 2013, ça a été suspendu, mais entre 2013 et 2021, aujourd'hui, l'administration des eaux et forêts a toujours effectué les opérations de fiscalité et d'amende transactionnelle. Il nous reste quelques 3 minutes. A toujours fait tout le travail régalien qu'il y est. Mais malheureusement, l'agent qui doit bénéficier de ces primes et de travailler dans de bonnes conditions ne jouit pas. Ce que vous constatez tous les jours, c'est que les agents des eaux et forêts sont corrompus. Monsieur le ministre va annoncer que dans la loi de finances, il y a un retour donc de cet article. Vous savez combien des éléments qui sont mentionnés dans la loi de finances et qui ne sont pas respectés? Ça veut dire que ça ne nous rassure pas, bien que mentionné dans la loi de finances. Est-ce que tout ce qui est mentionné dans la loi de finances comme budget est exécuté en fin d'exercice? Depuis pratiquement près de 10 ans aujourd'hui, tous les jours, on vous dit la loi de finances a voté tant. Mais ils sont là. Ils n'arrivent même pas à effectuer un décaissement de près de 30% sur leur budget. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'à court, moyen ou long terme, on aura la possibilité donc, de régler donc, le problème de la grève, peut-être le paiement de certaines primes? Comment est-ce que vous voyez la chose à court, moyen terme? Il y a un petit retard cette année dans la mise en œuvre de la loi de finances. C'est souvent le cas. On sait bien que la loi de finances est votée, mais il y a toute une série de procédures. Donc, en général, c'est à partir de mars-avril qu'on commence vraiment à exécuter. Donc, on est en attente. On a signé un arrêté avec le ministre du Budget et le ministre de l'Économie pour que ces 10% viennent sur notre compte à l'agence comptable. Et j'espère bien, dans les prochaines semaines, que je vais payer le premier et très rapidement le deuxième semestre. Merci. Mais on a bien payé les primes des 2 derniers trimestres de 2020 à un niveau qui était acceptable. Et je me suis engagé de me battre à la fois pour les primes, mais à la fois pour les conditions de travail. Le travail des et agents. On voit dans la loi de finances, bien sûr, il faut le dépenser, mais dans la loi de finances, on voit qu'il y a 1 milliard cette année pour les voitures. Ça fait encore 6-7 ans qu'on n'a jamais vu l'investissement dans les voitures. Donc on voit que le gouvernement commence à investir. À nous maintenant d'augmenter les recettes de notre secteur. Mais nous avons toujours augmenté les recettes, Voilà. Non, depuis 10 ans, les recettes ont baissé. C'est juste maintenant, les derniers 2-3 ans, que ça commence à repartir. Et donc, à nous de maintenir cette l'activité de l'administration des on est arrivé à la fin donc, du débat. Pendant la période du Covid. Donc, si vous dites aujourd'hui que l'activité... Comme tous les secteurs. D'accord. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir alimenté ce débat de part et d'autre. Merci, monsieur le ministre. Je vais vous donner la parole une dernière fois. Face caméra, vous allez vous adresser à vos compatriotes pour résumer peut-être votre passage ici et peut-être faire des annonces. C'est vous qui voyez. Vous avez 30 secondes, monsieur le ministre, pour vous adresser à vos compatriotes. Très bien. Comme on a dit pendant le débat, le secteur forêt joue un rôle très important à la fois dans l'équilibre de l'environnement au Gabon, mais dans l'équilibre économique. C'est un secteur de l'avenir. On peut développer durablement le secteur forêt pour créer des richesses et pour créer des emplois. On peut également, sur les parcs nationaux, développer le secteur de l'écotourisme,
Donc c'est vraiment un secteur de l'avenir. À nous de mettre en place une gouvernance pour veiller que ce secteur est géré d'une façon durable, parce que ça peut, c'est différent au pétrole, c'est un secteur durable et ça peut faire développer le Gabon pour les décennies à venir. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Donc, votre passage à Face à vous. Merci à vous aussi, Monsieur Nguema Aseko Serge Julot, le secrétaire exécutif du syndicat national des gestionnaires de ressources naturelles. J'espère pour vous que le dialogue se poursuivra avec Monsieur le ministre des Eaux et Forêts de l'Environnement. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Portez-vous bien, on se retrouvera prochainement.